Accueillez-le, la plus grande table tactile jamais réalisée dans notre atelier. Ce n'était pas une tâche facile, il y a eu plein de difficultés, d'obstacles et de problèmes. Mais au final, le résultat en valait la peine. Et nous vous dirons aussi où acheter l'électronique nécessaire pour créer ce genre de table. Bon visionnage! Tout projet commence par le choix et la préparation des matériaux. Pour être honnête, nous en avions assez de chercher du bon matériau, alors nous avons décidé de le préparer et de le sécher nous-mêmes. D'ailleurs, ici, nous sortons un nouveau lot de bois thermotraité. C'est à partir de ce bois que nous allons fabriquer notre table. Une fois le matériau sélectionné et livré à l'atelier, nous passons au traitement. La première étape consiste à transformer la planche brute en planche Equarri. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela se fait tout simplement en coupant les bords. Nous retirons le bord naturel à l'aide d'une scie. Puis, une fois que nous avons un côté bien droit, nous passons à la scie circulaire pour couper le second bord en nous appuyant sur le premier. Au final, nous obtenons ainsi une large planche Equarri comme celle-ci. L'étape suivante consiste à la calibrer. Tout d'abord, nous plaçons la pièce sur la machine CNC, puis nous la fixons soigneusement et lançons le processus de calibrage. Et voilà, après 20 minutes, nous avons une face parfaitement plane. Maintenant, en nous appuyant sur cette face, nous passons la planche dans la raboteuse, qui nous donne une seconde face parfaitement plane à la sortie. C'est exactement ainsi que fonctionne cette machine. Bien sûr, au départ, lorsque nous avons scié la planche à la main, la coupe n'était pas parfaite et par conséquent, la géométrie non plus, car il s'agissait d'un travail de dégrossissage. Et maintenant, il est temps de corriger cela. Pour cela, nous nous rendons à la dégauchisseuse et nous égalisons la surface en nous appuyant sur le côté déjà parfaitement droit obtenu après la raboteuse. Voilà comment cela se passe. Et ce n'est qu'à présent que l'on peut commencer à former le panneau. Tout d'abord, nous disposons les planches de manière à ce que le motif coïncide au maximum. Au final, cela permettra d'obtenir un aspect aussi naturel que possible et le collage sera moins visible. L'étape suivante consiste à réaliser, à l'aide d'une défonceuse, des rainures longitudinales où nous insérerons des lamelles. Cela facilite le positionnement lors du collage. De telles incrustations empêcheront les planches de bouger et le collage sera beaucoup plus rapide et pratique. Pour finir, nous serrons bien le panneau avec des serre-joints et nous le laissons jusqu'au lendemain. Le lendemain, la colle a séché et nous préparons le plateau pour les étapes suivantes. Nous devons maintenant préparer toutes les fissures, nœuds et défauts pour le coulage de la résine. Voilà à quoi cela ressemble. Et je vous propose de comprendre pourquoi cela est nécessaire. Étant donné que nous travaillons avec de gros morceaux de bois massif naturel, il y aura toujours une certaine quantité de fissures. Dans certaines dalles, il y en a moins, dans d'autres, il y en a plus. Mais il y aura toujours des fissures, des niches, des cavités et des défauts. Et il est beaucoup plus simple de traiter ces fissures dès le départ avant de couler la résine, ce qui permet ensuite d'avoir beaucoup moins de problèmes avec elle. C'est pourquoi nous ouvrons immédiatement ces zones et ensuite nous pouvons y verser la résine sans difficulté. Il est plus facile d'enlever les petites fissures avec une Dremel, tandis que pour les plus grandes, il est plus simple de les nettoyer d'abord avec un ciseau à bois. Une fois toutes les fissures prêtes à recevoir la résine, nous retournons le plateau de la table et scotchons tous les endroits par lesquels la résine pourrait s'infiltrer. Pour cela, nous utilisons traditionnellement un bon ruban adhésif de carrosserie. Ensuite, nous retournons à nouveau la table et nous versons de la résine sur tous les endroits où elle pourrait s'écouler, sans exception. L'étape suivante, l'étalonnage. Tout d'abord, nous mettons la partie inférieure du plan de travail parfaitement à niveau, tout en retirant la résine. Comme vous pouvez le voir, notre plan de travail est vraiment de très grande taille, en l'occurrence 3 mètres de long, mais la surface de travail de la machine, elle, fait 2,5 mètres. Dans ces cas-là, nous travaillons avec un décalage. Autrement dit, nous traitons d'abord 2,5 mètres, puis nous décalons la pièce et nous finissons les 50 cm restants. Une fois que la partie inférieure du plan de travail est calibrée, nous passons à la partie supérieure, c'est-à-dire la face avant. Au final, nous devons réaliser une immense table tactile.
À l'origine, ces tables ressemblent à ceci chez nous, avec un motif classique en nid d'abeille. Mais cette fois, nous avons décidé d'aller un peu plus loin et avons conçu un nouveau design. Il ressemble à ceci, avec le logo au centre. Il ne reste donc plus qu'une chose à faire, transférer ce motif sur le plateau de la table. En réalité, nous avons complètement repensé les circuits qui rendent la table tactile et rétroéclairée. C'est précisément après cette amélioration qu'il est devenu possible de réaliser n'importe quel motif et de l'illuminer facilement. Mais nous en reparlerons un peu plus tard et nous vous le montrerons concrètement. Ici, nous nous sommes à nouveau retrouvés face au problème que la surface de travail de la machine n'est pas tout à fait suffisante. Et la solution à ce problème est exactement la même que la dernière fois. Nous avons simplement déplacé le plateau de la table après avoir fraisé les 50 premiers centimètres. Mais ici, ce n'est pas aussi simple qu'à l'étape de calibration, car il nous faut atteindre l'endroit exact avec une précision au millimètre près. Après avoir déplacé le plateau, nous avons décidé de fraiser le logo, puis de nous occuper du motif à l'étape suivante. À l'image, vous voyez la gravure du logo, ainsi que l'inscription en cercle, LaserCAD, LaserCAD. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir sur le plateau une fine gravure représentant le futur motif. Nous l'avons réalisé exprès, on peut dire que nous l'avons griffonné afin de nous assurer que nous positionnions parfaitement la première partie du motif. Si nous nous étions trompés, cela n'aurait pas été très grave. Mais nous avons réussi à viser parfaitement du premier coup. Et cela signifie que la fine ligne griffonnée peut être remplacée par une rainure profonde. Mais là encore, ce n'est pas si simple. À cette étape, nous devons effectuer le fraisage sans atteindre la profondeur finale de quelques millimètres afin que le plateau reste d'un seul tenant et ne se casse pas en morceaux. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. À l'étape suivante, nous emmenons le plateau dans la salle de coulée et nous préparons la résine. D'après mon expérience, je dirais que pour mélanger un petit volume comme celui-ci, il faut absolument le faire à la main, à l'aide d'un bâtonnet. Parce qu'il s'agit d'une composition à prise rapide. En conséquence, la résine polymérise rapidement et les bulles d'air n'ont pas le temps de s'échapper. Et si on la mélange avec un fouet monté sur une perceuse, cela crée beaucoup de bulles qui n'auront pas le temps de s'échapper de la résine et il restera plein de bulles dans la coulée, ce que nous ne voulons pas. Nous mélangeons toujours la résine en 2 étapes. Et maintenant, nous en sommes donc à la première étape. Son objectif est de bien mélanger les 2 composants, A et B. Et ici, on voit clairement ces traînées troubles. C'est justement la différence entre les 2 composants. La première étape doit se terminer lorsque nous ne voyons plus ces traînées, c'est-à-dire quand le composant A est complètement mélangé avec le composant B. Après avoir correctement mélangé le volume nécessaire de résine, nous versons la première couche d'après. Premièrement, elle va créer une couche protectrice et minimiser la sortie d'air du bois. Et deuxièmement, nous vérifierons l'étanchéité de tout le plateau avant de couler le volume principal. Le lendemain, lorsque la couche d'après a complètement séché, nous préparons minutieusement l'Arteco d'Ecovana afin de couler avec précision tout ce qui a été fraisé. Nous avons mélangé et légèrement teinté en bleu. La tâche de cette couche est de laisser passer un maximum de lumière. C'est pourquoi nous rendons la composition pratiquement transparente, puis nous la versons dans le plateau, mais pas jusqu'en haut, en laissant un peu d'espace, remplissant ainsi environ 80% du volume. Et on laisse ainsi reposer pendant quelques jours. Une fois que la résine a un peu séché, on peut passer à l'étape suivante du coulage. Tout d'abord, nous préparons la quantité nécessaire de résine. Il s'agit toujours de la même composition Arteco, qui d'ailleurs s'est très bien illustrée. Et donc, une fois que la résine est bien mélangée, il faut la teinter. Globalement, tous les colorants pour époxy peuvent être divisés en 4 catégories précises. Il s'agit des colorants transparents, des colorants opaques, des luminophores et des nacres. Les colorants concentrés, aussi appelés pâtes, que j'appelle également colorants opaques, ils sont utilisés lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une couleur intense et profonde et la résine devient pratiquement opaque. La catégorie suivante, ce sont les colorants transparents, c'est-à-dire qu'ils teintent la résine, lui donnent une certaine couleur, mais la résine reste transparente. La catégorie suivante, ce sont les nacres. Ce type de colorant se vend toujours sous forme de poudre. On l'ajoute à l'époxy et on obtient ainsi cet effet. En fait, ce sont de fines particules qui flottent dans l'époxy. Et cela ressemble à peu près à ceci.
Et la dernière catégorie, ce sont les luminophores. Je pense que beaucoup en ont entendu parler, mais peu de gens en ont vu, car c'est déjà une époque révolue, on ne l'utilise pratiquement plus. Il s'agit en fait aussi d'une poudre de luminophore que l'on ajoute à l'époxy et qui brille ensuite dans le noir. Comme vous l'avez compris, pour la couche finale, nous allons justement utiliser de la nacre. Sans hésiter, nous versons généreusement la nacre dans la résine et nous mélangeons bien. Au départ, nous avons coulé une composition transparente à environ 80% du volume total, puis nous versons maintenant par-dessus les 20% restants de résine fortement colorée avec la nacre. Au final, la source lumineuse sera placée sous le plateau de la table et la lumière devra traverser sans trop d'obstacles la première couche principale. Ensuite, la lumière va buter contre la couche de nacre, s'y réfracter et s'y diffuser. Au final, nous obtiendrons une lueur vive et intense. Après le séchage, nous calibrerons à nouveau le plateau et cette couche sera partiellement calibrée, c'est pourquoi nous la versons maintenant avec une petite marge. À l'origine, le logo est composé de 2 couleurs, bleu et rouge. Et pour éviter de faire un rebranding, à la fin nous ajoutons de la nacre rouge. Quelques jours plus tard, la résine a séché et nous passons à la calibration. Je pense que tout est clair ici, inutile d'en dire plus. Nous avons montré ce moment en détail tout récemment, et pour ne pas prendre votre temps, je propose de passer à la calibration de la partie inférieure du plateau. Ici, le processus est exactement le même, mais un peu plus intéressant. En fait, au départ, nous n'avons pas découpé le motif complètement afin de préserver l'intégrité du plateau et de ne pas nous compliquer la vie lors de la création du coffrage. Nous avons laissé à peine quelques millimètres non découpés et avons versé de la résine dans le motif. Et maintenant, après que la résine a séché, nous retirons ces quelques millimètres de bois restants et le motif en résine apparaît, que nous allons ensuite illuminer. Et puisque le plateau est déjà positionné sur la CNC du côté nécessaire face à la broche, nous en profitons pour installer une fraise fine de chez Woodwork. Au fait, ce sont d'excellentes fraises. Un rapport qualité-prix tout simplement parfait. Et nous l'avons installé pour réaliser de très nombreuses petites rainures comme celle-ci. Un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi elles sont nécessaires. Pour l'instant, croyez-moi simplement sur parole, elles sont indispensables. Une fois toutes les rainures réalisées, nous découpons un rectangle comme celui-ci. Par la suite, nous intégrerons des prises dissimulées dans cette niche, car la table sera placée dans une salle de réunion. Et, d'après notre expérience, il y a toujours besoin de recharger un ordinateur portable ou un autre appareil. Une fois toutes les opérations sur la machine CNC terminées, nous passons au travail manuel. Nous commençons par marquer les dimensions finales de la table et, à l'aide d'une scie à onglet, nous retirons les centimètres superflus. Après cela, bien sûr, nous avons un champ qui n'est pas parfait. C'est pourquoi, à l'étape suivante, nous installons des butées et, à l'aide d'une défonceuse, nous retirons encore quelques millimètres. Je pense qu'ici une question légitime se pose. Pourquoi ne pas découper immédiatement le plateau aux bonnes dimensions sur la CNC? Je rappelle que la taille du plateau est bien supérieure à la zone de travail de la machine. Tracer une telle ligne avec un décalage n'est pas une tâche facile et il est bien plus simple de régler ce point à la main, ce que nous avons fait. Après cela, on peut passer au ponçage final. Ici, tout est relativement simple. On prend une ponceuse et longuement, en changeant le papier abrasif du plus grossier au plus fin, on ponce la surface heure après heure. Pour finir, nous appliquons un apprêt sur le plateau de la table et nous le laissons sécher. L'étape suivante a été consacrée au piétement. Comme vous l'avez sans doute deviné, Kolia a gentiment accepté de nous aider. Il a mis de côté son travail sur les voitures, a découpé le profilé métallique, l'a préparé et a commencé à assembler une structure simple.
Oui, d'un côté, c'est une structure extrêmement simple, un simple rectangle avec des renforts. Mais d'un autre côté, ce n'est pas si simple. En effet, cette structure doit coexister et ne pas entrer en conflit avec des dizaines de cartes, des blocs d'alimentation, du câblage et des boutons. Au final, toutes ces connexions doivent être joliment dissimulées derrière des panneaux décoratifs qui doivent également être fixés à ce piétement. Nous avons passé beaucoup de temps sur tous les calculs, et la tâche de Kolya est de transférer tous ces calculs sur cette structure, et si possible, de ne pas se tromper. Une fois que le rectangle principal a été formé, Kolya s'est mis à façonner les supports. Cette fois, nous avons décidé de les fabriquer à partir d'une tôle épaisse dans ce design original. Ce choix n'est pas anodin car cette forme géométrique anguleuse s'accorde parfaitement avec le motif similaire sur la table. Le plateau sera relié au pied à l'aide de vis. Pour cela, nous installons des écrous à sertir filetés. Pour finir, nous posons la structure sous la table sur les supports, nous la fixons avec des boulons, nous vérifions que tout s'ajuste parfaitement, puis nous continuons. Ensuite, selon le plan, nous passons aux inserts. D'abord, nous avons percé le nombre nécessaire de trous dans la bande métallique, puis nous coupons la bande en petits carrés. L'étape suivante consiste à fixer ces petits carrés sur la structure sous la table à l'aide de la soudure, puis à faire un essai final de cette construction sur le plateau. Nous avons posé la structure, vérifié que tout allait bien, fait les repères, puis envoyé le métal à la peinture. Et pour cela, Drone a gentiment accepté de nous aider. Continuez. Une fois toutes les pièces métalliques de la table peinte et la peinture sèche, l'étape finale de leur fabrication consiste à installer les rivets filetés. C'est en fait une chose très pratique. Depuis que nous avons acheté le pistolet pour les installer, nous l'utilisons à chaque occasion et le recommandons vivement. Le lendemain, nous plaçons la base sur le plateau de la table et marquons les points de fixation. C'est un point très important. Et ici, il vaut mieux ne pas économiser. Je vais vous expliquer. Ici, nous avons réalisé un échantillon pour montrer clairement à quoi cela nous sert. Un forêt à fraiser. Et comme vous pouvez le voir, ici nous l'avons utilisé. Ainsi, notre insert est vissé à fleurs et l'ensemble a tout simplement l'air parfait. Mais si nous vissons notre insert dans un trou non fraisé, bien souvent, l'insert casse les bords et éclate le bois. Mais ensuite, tout est extrêmement simple. Nous insérons notre douille, puis nous prenons une clé à cliquer avec un embout hexagonal et délicatement, surtout sans la pencher par rapport au plan, on la visse. Il faut donc lui donner la bonne direction, puis serrer doucement et avec précaution. C'est très facile à faire. Et au final, on obtient ce résultat. Il arrive aussi souvent que ce trou, lors du perçage, il s'abîme un peu et, par conséquent, le diamètre augmente. Dans ces cas-là, il est impératif d'ajouter de la colle. En général, nous utilisons de la colle gel ou une colle époxy bicomposant. Autrement dit, on applique la colle dans notre trou, puis on visse l'insert. Je pense qu'il est maintenant plus clair pourquoi il est préférable de fixer de cette manière plutôt qu'avec des vis à bois. Au final, nous avons vissé les inserts filetés tout autour du périmètre et obtenu une fixation fiable et réutilisable.
L'étape suivante consiste enfin à passer à l'électronique. Tout d'abord, nous devons préparer quelques centaines de pièces. Voici ces ébauches. Il s'agit d'un simple fil de cuivre qui, grâce à une manipulation simple, se transforme en antenne comme vous le voyez à l'écran. En réalité, au cours de l'année écoulée, nous avons fabriqué non pas des centaines, mais des milliers de ces ébauches. C'est précisément pour cette raison que le processus est optimisé au maximum. À l'aide de ce petit dispositif simple, une fois que nous avons obtenu quelques centaines d'antennes identiques, nous passons à leur installation. Là aussi, tout est extrêmement simple, car le processus a été perfectionné au fil des années. Comme vous vous en souvenez, au départ nous avons réalisé de nombreuses rainures, toutes équidistantes les unes des autres. Ce sont précisément les emplacements prévus pour l'installation des antennes. Nous n'avons plus besoin de marquer, mesurer ou réfléchir à l'endroit où installer ces éléments. Nous plaçons une antenne dans chaque rainure, nous les fixons à l'aide d'une agrafeuse à percussion. Dans nos projets, nous utilisons souvent de l'électronique et des circuits imprimés qui n'existent pas. Nous devons donc les concevoir et les fabriquer nous-mêmes. Pour cela, jlcpcb.com nous aide énormément. EasyIdea est un outil simple et gratuit pour créer des schémas, des circuits imprimés et les simuler directement dans votre navigateur. Tout d'abord, on voit une image 3D du circuit imprimé terminé, puis on passe à l'éditeur. Là, nous créons et enregistrons 3 fichiers pour la production. Le premier est le Gerber, un format de fichier qui sert à décrire le projet du circuit imprimé pour la fabrication de photomasques sur une grande variété d'équipements. Le deuxième est le Boom, la liste des composants, c'est-à-dire les pièces électroniques. Le troisième est le Pick and Place, c'est-à-dire l'emplacement des composants sur le circuit imprimé. Ensuite, nous allons sur le site du fabricant jlcpcb.com et commençons à passer la commande. Nous téléchargeons fichier Gerber, choisissons couleur du PCB et quantité. Nous activons l'assemblage PCB, soit l'installation des composants sur le circuit imprimé. Nous choisissons le côté d'installation. Dans notre cas, le montage est unilatéral. Ensuite, nous confirmons tous les réglages, ajoutons les fichiers des composants et de leur emplacement. Voyons la liste et le coût des composants et nous confirmons. La commande apparaît dans le panier en 2 points, la fabrication des circuits imprimés et l'installation des composants. Nous utilisons ce site depuis quelques années et le recommandons sans hésiter. Nous laisserons le lien en description. Et voici, après quelques semaines, le déballage tant attendu. Au final, ces cartes sont totalement unifiées et peuvent facilement être installées dans n'importe quel plan de travail. Je pense que ce sera plus clair maintenant, en le voyant concrètement. Comme vous vous en souvenez, des antennes sont installées de l'autre côté du plan de travail. Bien sûr, leur emplacement a été réfléchi et correspond à la carte conçue. En conséquence, des trous sont déjà prévus dans les cartes pour y insérer l'antenne. Et si nous ne nous sommes pas trompés dans tous nos calculs, le processus devrait se dérouler comme sur des roulettes. Et voici le premier moment de tension. Un petit ajustement. Et en principe, on peut dire que ça roule tout seul. Au final, le diamètre du fil est choisi de telle sorte que la partie en cuivre s'insère fermement dans la carte et bute contre l'isolant. Et si toutes les antennes sont préparées correctement, c'est-à-dire de la même taille et dénudées uniformément sur toutes les pièces, alors les cartes se retrouvent également à la même distance du plateau, ce qui est aussi très important car la lumière se diffusera de manière correcte et esthétique. Sur toute la surface du plateau, sur l'escalier. Vous pourrez bientôt vous en rendre compte par vous-même. Une fois que toutes les cartes sont posées uniformément et joliment sur le plateau, il ne reste plus qu'à les souder. Tout cela a également été prévu dès la phase de conception. C'est pourquoi ce processus se déroule lui aussi sans accroc.
finir, il suffit de retirer l'excédent de cuivre à l'aide d'une pince coupante et on peut passer à l'étape suivante. Nous avons préparé un kit pour un assemblage autonome. Voici à quoi ressemble la carte. Elle est devenue plus petite, plus universelle et plus compacte. Elle se compose de 4 éléments distincts, connectés entre eux par un unique connecteur. Le kit comprend 18 de ces cartes, ce qui permet d'assembler notre plateau standard mesurant 60 sur 115 cm est conçu pour une intégration parfaite. Le kit complet comprendra tous les éléments nécessaires, tels que des nappes de connexion pour relier les cartes entre elles, ainsi qu'une longue nappe dédiée pour relier la carte principale au contrôleur RGB. Pour choisir l'éclairage, nous avons ce contrôleur RGB. Il offre également la possibilité de le contrôler via la maison connectée et Yandex.Lisa. Vous pouvez choisir la couleur de la lumière ici sur la palette ou la définir à la voix. Des blocs d'alimentation seront également inclus dans le kit et des antennes d'usine. Ainsi, elles se connectent et se soudent. L'antenne est nécessaire pour transmettre le signal à la carte. Auparavant, nous utilisions ce genre d'antennes artisanales faites de simples fils de cuivre et on peut les fabriquer de n'importe quelle longueur et forme. Vous aurez la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre option selon vos besoins. De plus, lors de l'achat de notre kit, vous recevrez une vidéo d'instruction détaillée ainsi qu'un support technique. Je pense qu'Alexei a tout expliqué de manière très claire, mais illustrons cela visuellement. Voici le type de table que nous avons réalisé à l'aide de ces cartes. Comme vous pouvez le voir, l'emplacement, la quantité et la combinaison peuvent être absolument variés. Actuellement, nous recueillons les précommandes et dans environ un mois, nous pourrons expédier les kits prêts à l'emploi. Toutes les informations détaillées se trouvent dans la description sous cette vidéo. Ensuite, nous allons fabriquer l'éclairage pour le grand logo central qui se trouve sur le plateau de la table. À la base, il y aura un anneau comme celui-ci, découpé dans du contreplaqué. Mais fixer le ruban LED directement sur l'anneau en contreplaqué n'est bien sûr pas la bonne solution. C'est pourquoi nous préparons une bande d'aluminium, nous la plions selon la forme et nous la fixons à l'aide de vis autotaraudeuses. Ensuite, nous remettons cette construction à Alexei, qui s'occupe déjà de l'installation. Comme le logo est vraiment grand, nous avons décidé de zoner l'éclairage et de le réaliser en 2 éléments distincts. Le logo lui-même et séparément l'inscription. Je pense que l'idée est claire et visible ici, même sans l'éclairage. Mais l'éclairage reste nécessaire, c'est pourquoi, à l'étape suivante, nous installons le ruban LED. Et enfin, nous passons à l'étape la plus agréable du travail, lorsque tous les éléments sont parfaitement installés à leur place. Il ne reste plus qu'à les connecter et à les tester. Comme vous pouvez le voir, cela se fait très simplement et rapidement, car au départ, nous avons passé beaucoup de temps et d'efforts à concevoir et à développer les circuits imprimés. Et au final, nous avons un connecteur universel qui permet de relier en chaîne n'importe quel nombre de cartes dans n'importe quelle configuration. C'est ce dont je parlais au début en qualifiant ces cartes de maximales unifiées. Je sais que beaucoup de professionnels nous regardent. Et je vois aussi beaucoup de commentaires demandant s'il est possible de commander et d'acheter de telles cartes, chez nous. Nous y avons longuement réfléchi et avons finalement décidé de partager cette technologie. Car il ne serait pas très honnête de montrer de tels projets, d'expliquer les subtilités de la fabrication, sans donner la possibilité de reproduire ce produit. Je déclare donc officiellement que nous sommes prêts à vendre des kits prêts à l'emploi pour l'installation dans n'importe quelle table. Le kit comprendra également un manuel détaillé avec toutes les subtilités et astuces. Une fois que toutes les cartes sont installées et connectées, nous passons à l'installation du cadre, du piétement. Comme vous vous en souvenez, nous avons bien réfléchi à sa fixation. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fixer le métal au bois à l'aide de vis.
Ensuite, il a encore fallu une demi-journée pour alimenter la table, installer les prises et organiser les câbles. Bien sûr, il faut recouvrir toute cette beauté. Pour cela, la première étape consiste à découper le contreplaqué aux dimensions nécessaires. L'étape suivante consiste à réfléchir à tous les trous techniques. Et au final, on obtient cette pièce brute qu'il ne reste plus qu'à bien poncer minutieusement et à peindre. Une fois le vernis sec, on passe à l'installation. Comme vous pouvez le voir ici, tout avait également été bien pensé dès le départ, réfléchi. Et au final, l'installation se fait rapidement, agréablement et n'apporte que du plaisir. Comme vous pouvez le voir, tous les panneaux sont fixés avec des vis, ce qui permet d'accéder rapidement, facilement et à plusieurs reprises à tous les composants, si nécessaire, pour l'entretien, la maintenance préventive ou simplement par curiosité. La touche finale, c'est la plaque nominative. Nous marquons tous nos produits de cette manière. D'abord, nous découpons une ébauche en laiton, puis nous la plaçons dans le marqueur et lançons le processus. Et enfin, nous passons au moment le plus agréable. Nous posons la table sur ses supports et vérifions toutes les fonctionnalités. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Les modules avec prise ressemblent à ceci. On peut les ouvrir si besoin et les utiliser. Et s'il n'y en a pas besoin, ils ne nuisent pas à l'apparence extérieure. Ces cartes peuvent être réalisées avec différents modes et choix de couleurs. Je vous rappelle que nous avons lancé la vente de kits pour créer ce type de table. Tous les détails sont dans la description. Merci à vous d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur.